Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Avant de faire la critique analyse du chapitre, je voulais faire une grosse annonce, quelque chose qui est hyper important. J'ai contacté un avocat pour porter plainte contre la Shueisha parce que c'est eux qui sont en train de vouloir faire des strikes au niveau de ma chaîne et je vais parler d'un truc que normalement je ne devrais pas parler, mais là j'en ai absolument plus rien à foutre. C'est tout simple, regardez, j'en tremble, rien qu'à vous en parler. C'est que je suis en contact avec des gens qui travaillent au staff d'Ichiro Oda et j'ai même fait des vidéos pour eux, mais je n'avais pas le droit d'en parler. Alors pour bien comprendre tous les tenants et les aboutissants de la chose, je vais vous expliquer comment je suis rentré en contact avec eux et pourquoi j'ai dû faire des vidéos avec eux. Tout a commencé en 2016 quand j'ai été à la Medinasia. J'ai fait une interview de Isaku Inoue. Normalement je vais mettre un passage de l'interview. On va repasser maintenant, on va quitter Dragon Ball parce que c'est quand même sur One Piece Oui. qu'on est. Il a été responsable d'épisodes vraiment fantastiques, comme par exemple le combat de Kuma contre Zoro et aussi l'épisode de la mort du Mary. Ça a fait couler des larmes à certaines personnes. Et lui, est-ce qu'au moment où il a fait justement qui s'en occupait, est-ce que lui il ressentait des choses parce qu'il a réussi à véhiculer dans l'épisode quelque chose de très 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 poignant. 何をっていうかInterview que vous n'avez jamais vu, que je n'ai jamais eu le droit de mettre au niveau de ma chaîne. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai parlé longtemps avec Isaku Inoue, on a parlé 1 heure, et après, je lui ai demandé un autographe, et comme j'avais ramené des documents, il avait été étonné que je possède des documents, justement, de la Toei, et je lui ai parlé de mon projet de faire un musée sur One Piece et tout ça, et quand lui, Isaku Inoue, vu qu'on avait bien sympathisé, il est reparti au Japon, eh bien, il a parlé de mon projet de faire un musée et il a aussi parlé que j'avais une chaîne. À partir de là, j'ai commencé à être regardé par certaines personnes. Il y a des personnes au niveau de la Shueisha qui sont là pour regarder tout ce qui se passe au niveau de One Piece dans le monde entier. Je sais qu'il y a aussi Roger Baze qui est dans ce style-là. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que lui, tout comme moi, on fait des vidéos critique analyse que le lundi parce qu'on est obligé de faire des critiques analyses seulement que lors de la sortie du chapitre au Japon. Il faut savoir que le chapitre n'est pas sorti vendredi, mais qu'il est bien sorti lundi. Et comme la semaine dernière, j'ai fait une critique plus tôt, et ben je me suis pris un strike dans la gueule. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Suite à ça, ils ont surveillé ma chaîne. Et il faut savoir qu'en 2016, j'ai aussi fait des vidéos qui étaient quand même assez importantes. C'est-à-dire que j'ai fait une vidéo sur les fruits du démon, où j'avais annoncé longtemps à l'avance qu'il allait avoir un fruit du démon du miroir. Et c'est un fruit du démon. Je fais toute l'explication du fruit du démon, et c'est ce qui se passe réellement avec Brûlé. Le premier paramécia sera le fruit du démon du miroir. Et là, on va être dans un type productique, c'est-à-dire que le mec il va pouvoir créer des miroirs. Et ça va avoir plusieurs fonctions. Premièrement, il va s'en servir un petit peu comme bouclier pour pouvoir parer les attaques et même, pourquoi pas, pouvoir les renvoyer. Je parle aussi d'un fruit qui va être de type draconique et qu'après, il y aura différents dragons et qu'il y aura un dragon oriental. C'est exactement ce qu'on a au niveau de Wano Kuni en ce moment. J'ai fait une vidéo après, toujours en 2016, où j'annonce que Kid, pour choper une road poneglyph qui est détendue par Shanks, et vu qu'il veut devenir aussi le seigneur des pirates et qu'il doit obtenir les road poneglyph, il a dû combattre Shanks et qu'il s'est fait battre par Shanks et qu'il a perdu un bras dans un combat contre Shanks. En gros, il a dû y avoir un putain de battle entre l'équipage de Shanks et l'équipage de Kid. Je pense que Kid a perdu son bras et qu'il y a aussi une certaine balafre au niveau du visage et quelque chose qui est dû à Shanks. Et cette information, on l'a eu dans l'un des derniers chapitres. Donc ce qui s'est passé, c'est que je faisais des vidéos et à l'époque aussi, j'étais la personne qui parlait le plus de One Piece au niveau des vidéos et j'ai commencé à être approché pour faire différentes petites choses. Et la chose que j'ai dû faire, c'est tout simplement, rappelez-vous la vidéo que j'ai faite où j'ai parlé des fuites qu'il y avait et j'ai dit que c'était un gros troll, que c'était complètement n'importe quoi, que ça ne tenait pas le bout et tout ça. Eh bien en vérité, cette vidéo-là a été une commande de la Shueisha, mais je ne devais pas en parler et là maintenant je m'en bats les couilles parce que je vais être en procès contre eux. Donc voilà, donc à force de vouloir me fermer ma gueule, bah maintenant ils ont tout gagné. Donc ce qui se passe, c'est que cette vidéo que j'ai faite, eh bien tout ce que je dis dedans et que c'est de la connerie, c'est des choses qui se réalisent tout le long de l'arc Whole Cake. D'ailleurs on m'a beaucoup pris pour un con, mais c'était une vidéo que j'étais obligé de faire. Après j'ai fait aussi pas mal de critiques où j'expliquais plusieurs choses et là dernièrement il y a beaucoup de trucs, par exemple j'avais parlé depuis longtemps, j'avais dit que Pedro allait crever, hein, et c'est un truc qui s'est réalisé, j'étais le premier à en parler, j'étais le seul youtubeur à parler du fruit du démon du temps. Voilà. Après, il y en a beaucoup quand ils sont partis sur des théories que Zoro était le fils du Shogun ou le fils
d'un Yakuza. Moi j'ai toujours dit que pour moi Zoro était un descendant de Ryuma et en vérité tout ça est en train de se réaliser. Il y a bien sûr j'étais l'un des premiers à dire que vous regarderez même dans les réactions live à la fin je le marquais que quand la première fois qu'on voit Komurasaki, eh bien j'ai dit que c'était la sœur de Momonosuke. Il y a plein de trucs que j'ai dit et qui sont en train de se réaliser et justement j'ai eu une plainte de la Toei. Je sais pas si vous êtes aussi au courant, mais il y a le mec qui fait la librairie d'Ohara, au niveau de Twitter il l'a marqué, il commence aussi à recevoir des menaces au niveau de la Toei par rapport à des informations que lui il donne. Et là ce qui se passe c'est que j'ai reçu des lettres, des mails, comme quoi que la Shueisha est en train de me dire de me fermer ma gueule, d'arrêter de faire des théories, ou si je veux faire des théories, je dois d'abord les écrire, les envoyer là-bas au Japon pour qu'elles soient validées, parce que ce que je suis en train de dire, ça révèle vraiment la suite. Et là où je parlais, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut savoir qu'on a l'article 13 qui est passé maintenant en article 17, et donc je n'ai plus de protection par rapport à cette mise en place de cet article. Et il faut savoir aussi qu'au Japon, l'éditeur, la personne qui est en charge d'Ichiro Oda, s'est fait virer. Elle s'est fait virer là au mois de janvier parce qu'il n'arrive plus à gérer tous les spoils, toutes les théories qui sont en train de partir. Et Ichiro Oda, comme il avait dit dans une interview, Ichiro Oda, il regarde souvent les théories qu'il y a et après il change pour pas que ça corresponde en disant tiens là ça se rapproche de trop, tout ça. Et là c'est beaucoup trop la merde, donc on reçoit carrément des menaces. Je ne sais pas s'il y a d'autres youtubeurs aussi au niveau francophone qui ont ça. Et pour info, au niveau du Tanto, en 2010 c'était Isaka et il a fait de 2010 à 2014. Après on a eu Sujita qui était de 2014 à 2017 et là le dernier qui était Naito, lui il a fait seulement que de 2017 à 2019, c'est à dire qu'il a duré 2 ans alors que les autres c'était 4 ans ou 3 ans. Ça montre qu'il y a vraiment un gros problème là-bas derrière. Le fait aussi que dans ce chapitre on est la fin où Ichiro Oda nous annonce que Komurasaki est toujours vivante et qu'elle est Iori, la sœur de Momonosuke, ça a surpris absolument personne. Pourquoi? Parce que nous youtubeurs on est en train de faire des théories dessus. Et ce qui se passe c'est que pour pas niquer la gueule du manga qui est en train de s'effondrer au niveau des ventes, eh ben on est en train de nous interdire tout simplement de faire des théories dessus. C'est-à-dire que là, moi, je me suis repris un deuxième strike alors qu'il y avait une vidéo qui avait aucune image, et là, c'est franchement la merde. C'est franchement la merde. Et maintenant que j'y pense aussi, il y avait un truc que j'avais dit il y a très longtemps qui s'est révélé exact, c'était tout simplement que Jinbei allait faire partie de l'équipage des Mugiwara, qu'il allait être le dernier Mugiwara, et que Jinbei avait son rôle dans l'équipage en tant que timonier. Et il faut savoir aussi que Jinbei est un homme poisson, et il semblerait qu'aujourd'hui, c'est la fête du poisson. Donc voilà, enfin bref, ça c'était pour les petites choses, pour la grosse information qu'on avait. Maintenant, on va quand même faire la critique analyse qui sera en 2 parties. Là, on va parler de tout ce qui va être au niveau de Zoro et aussi au niveau du reste de l'équipage. Et on va faire une vidéo carrément sur Komurasaki en faisant un petit peu une évolution. On va faire une sorte de le cas Komurasaki en reprenant un petit peu la base, tout le cheminement et quel va être son foyer des démons, pourquoi elle a survécu et toutes les petites choses. Donc on commence par quoi pour cette critique analyse de ce chapitre. Là on est vraiment dans la vraie vidéo pour ceux qui n'auraient pas encore compris, hein, voilà, ça c'est le petit truc. Donc ce qui se passe c'est que on a Zoro. Zoro, qu'est-ce qui se passe Zoro? Explique-moi ce qui se passe. Tu reçois une petite blessure au niveau de l'épaule là et puis tu tombes dans les vapes. Ça se fait pas Zoro? Zoro, ça se fait pas. Ouais, je suis en train de parler à mes figurines, c'est vraiment que je suis en train de perdre carrément le fil de cette vidéo. Oui, je suis carrément surpris, pourquoi? Parce qu'on l'avait vu se prendre des blessures, et toujours partir, toujours continuer le combat. Alors certains diront, oui mais le combat qu'il a eu contre le mec à la faux qui était Kamazo, le combat s'est terminé. Non, le combat ne s'est pas terminé, car Kamazo n'était seulement qu'un élément perturbateur. La base du combat, c'était de combattre contre Ouverture Man. Et ce qui se passe, c'est que normalement, il doit suivre Ouverture Man, ou il doit lui niquer la bouche pour aller récupérer le Sushui. Le Sushui est quelque chose de hyper important pour Zoro. Et là, Zoro, il tombe dans les pommes. Normalement, il devrait avoir la volonté de continuer le vrai combat qui était contre Ouverture Man. Et donc, il tombe dans les pommes, et ça, il y a plusieurs solutions. Premièrement,
C'est tout simplement que notre petit Kamazo est un personnage hyper sadique et il veut toujours avoir l'ascendant sur les autres et donc il a mis une sorte de toxine sur sa peau qui permet d'affaiblir les gens. On avait eu par exemple Crocodile à une époque qui avait eu un venin qui était au niveau de son crochet. Donc là on peut imaginer que justement Kamazo a mis une toxine qui permet d'affaiblir Zoro et donc Zoro il est tombé. Zoro au préalable n'a pas fait un combat contre plein de personnes. Zoro n'est pas affaibli, Zoro n'est pas à l'article de la mort. Zoro s'est seulement pris qu'une blessure lambda au niveau de l'épaule, c'est même pas un organe vital qui a été touché. À la rigueur, il combat avec 2 sabres et c'est tout. Il peut quand même y arriver. La deuxième solution, c'est seulement un twist scénaristique qui permet d'éviter le combat contre Ouverture Man, car Ouverture Man, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il a gardé la faux de Kamazo, donc à partir de là, il va peut-être donner l'information en regardant la faux qu'il y avait une petite toxine qui était dessus, et surtout, il s'en va. Il ne vient pas piquer les 2 autres sabres de Zoro, qui sont des sabres qui sont quand même connus. Et lui, c'est un collectionneur. Le mec, il est au sol et c'est pas Komurasaki qui va venir défendre Zoro contre un mec comme Ouverture Man. Et on voit Ouverture Man qui le regarde et après qui fait demi-tour et qui s'en va. Donc de ce fait, ici, on a une mise en place narrative pour que Zoro aille revoir Ouverture Man et Ouverture Man, il va l'attendre où? Il va l'attendre tout simplement devant la tombe de Ryuma. Et à partir de là, on va avoir le lien entre Zoro et le descendant de Ryuma. Et à travers ça, il va être la personne, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, qui va transmettre la volonté de Ryuma, qui va être son représentant. C'est un petit peu comme Excalibur. Si vous voyez un petit peu la symbolique là-dedans. Donc voilà, donc encore une fois, Zoro s'il tombe, c'est seulement que par rapport à un twist scénaristique. On passe maintenant à la deuxième partie de cette vidéo, c'est tout simplement Tonoyasu. Qui est ce mec? Franchement, autant pour certains, on arrive facilement à deviner ce qui se passe, autant pour lui, c'est le mystère complet. Est-ce que c'est lui qui est le traître? Est-ce que c'est lui qui a donné l'information par rapport au décryptage du papier? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il est rentré, il a reconnu Shinobu et il a reconnu Kenjuro. Cependant, Kenjuro et Shinobu n'ont pas l'air de le reconnaître. Oui, d'accord, il y a 20 ans qui se sont passés. 20 ans que pour Kenjuro et non pas pour Shinobu. Donc Shinobu, depuis les 20 ans qu'elle a là, s'il avait fait partie de la rébellion, et vu que Shinobu, on le voit quand elle a la conversation contre l'eau, on voit qu'elle veut vraiment que la volonté d'Oden soit remise devant, que Wano Kuni soit débarrassé de tous ses traites, de tous ses déchets, pour que la volonté de Oden revienne gouverner à travers Momonosuke, à travers cette rébellion. Et on le voit, elle a les larmes, elle engueule l'eau, vraiment, et elle est vraiment extrémiste en disant non, si c'est les autres enflures qui ont fait ça, il faut tout simplement les tuer, parce que c'est comme ça que ça fonctionne les ninjas. Les ninjas s'en foutent carrément d'eux. L'intérêt commun passe avant leur individualité. C'est quelque chose qui est magnifique. Si Tonoyasu était quelqu'un qui ferait partie, parce qu'il parle de la bataille finale, donc il a quand même des infos, ce mec. Si c'est vraiment un mec qui est sympa, qui faisait partie de la rébellion, il aurait été reconnu par Shinobu, parce que elle, ça fait 20 ans qu'elle est là, et rappelez-vous, au niveau de Raizo dans la prison, il a reconnu, même après 20 ans, Kawamatsu. Donc, si le mec était vraiment important, parce qu'il a quand même des traits qui sont hyper typiques par rapport à lui, en plus, il ressemble quand même un petit peu beaucoup à Orochi, ce qui se passe, c'est que même Kenjuro l'aurait aussi reconnu. Donc là, il y a quelque chose qui va pas. L'autre chose aussi qui me fait un petit peu tiquer, c'est que il était accompagné de Zoro. Zoro s'est un petit peu endormi et il s'est fait voler un de ses katanas. Est-ce que ce n'est pas Tonoyasu qui aurait averti Ouverture Man pour lui dire « Et regarde, ce mec-là, il a des super katanas, il y en a certains qui peuvent t'intéresser, tu peux lui piquer, à travers... Et après ça, tu me files un petit peu d'argent. » Moi, je vois bien le petit Tonoyasu comme étant un gros
méchant pas beau, hein, on va dire méchant pas beau pour pas dire enculé. Ah merde, putain, je l'ai dit. Donc vous voyez, là, il y a un petit truc qui est en train de se passer. Là, on va parler aussi un petit peu de l'eau. L'eau qui veut aller délivrer Beppu, Pingui et Orca. Oh, c'est un putain de piège, c'est sûr et certain. Mais on voit que l'eau tient énormément à son équipage, et son équipage tient aussi énormément à lui, et je le rappelle encore une fois, on avait eu dans un SBS l'enfance de l'eau, et les liens qu'il y a peut-être entre l'eau, Beppu, Pingui et Orca est peut-être plus puissant que les liens qui unissent Luffy et le reste de son équipage. On est peut-être dans un lien entre l'eau et les trois que j'ai cités tout à l'heure, les mêmes liens qu'il pourrait y avoir entre Ace, Sabo et Luffy, parce que l'eau et les autres, ce sont des amis d'enfance et ils ont décidé ensemble de former l'équipage. Donc là, il y a quelque chose qui est aussi en train de se jouer. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Et on va parler de la dernière personne que j'arrive pas du tout à cerner, c'est tout simplement, c'est qui? Eh ben c'est Kiyoshiro. Kiyoshiro. Je l'aime pas, Kiyoshiro. Kiyoshiro, je l'aime pas. J'ai du mal avec Kiyoshiro. Je trouve que dans sa structure narrative, dans son dessin, dans la manière qu'il est, c'est quelqu'un qui est... il est hyper méchant. Alors, il y en a beaucoup, et ça c'est vrai, on me l'a dit, il fait énormément penser au mec dans Bleach, qui était l'un des capitaines, justement, je ne me rappelle plus le numéro de sa division, et il avait une sorte de tête, il avait un sourire de serpent avec des yeux assez fermés, et on pense tous que c'est un gros salaud, alors que c'est le mec qui savait que Aizen était un gros fils de machin, et donc il était près de lui justement pour l'empêcher au dernier moment de foutre le bordel au niveau de la Soul Society. Si Kiyoshiro il a le même rôle, ça me fera un petit peu chier parce que j'aimerais bien qu'il soit l'antagoniste, mais même à la rigueur, si Kiyoshiro maintenant ça devient une sorte d'allié entre guillemets, ah ça me ferait plaisir quand même, je vous l'avouerai, ça me ferait plaisir quand même, mais je serais un petit peu déçu, parce que là dans la construction, là dans le truc, on peut dire qu'il y a une belle mise en place. En plus, il le dit bien, il est détesté, c'est-à-dire que le fait qu'il ait tué entre guillemets Komurasaki. Par rapport à l'emblème que représentait Komurasaki, il a tout détruit. Tout ce qu'il a mis en place depuis un bout de temps, il l'a détruit parce qu'il va être détesté par la population, mais il va être aussi détesté par Orochi, hein, et il va être aussi détesté par Queen, parce que Queen adore Komurasaki, et donc quand il va apprendre, comme on a dit, on lui a pas encore dit dans la prison la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, on a dit comme ça, oui, non, la semaine dernière je crois, enfin bref, dans l'un des derniers chapitres, ils ont dit oui, on n'a pas encore annoncé à Queen, Komurasaki était morte, bah oui, sinon elle allait péter un plomb tout simplement. Donc imaginez en plus les liens qu'il y a entre Kiyoshiro et Queen, parce qu'il avait demandé à Queen que des mecs qui étaient justement Death Drake viennent latter la gueule de Senji. Donc vous voyez, il y a tout un truc qui est en train de se mettre en place ici, qui est vraiment excellent. Là, on a une belle construction. Par contre, au niveau de Komurasaki, il y a quelque chose qui pêche. Alors c'est quoi? Alors, comme je l'ai dit, je ne vais pas parler de Komurasaki tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on va faire une vidéo après. On va seulement parler de l'effet ballon dégonflé au niveau du twist final. Encore une fois, tu te dis tout ça pour ça. C'est-à-dire que c'était tellement gros que ça ne peut être que ça. C'est-à-dire que le fait que quand je termine le chapitre, je me dis oui, mais Ishiroda il peut peut-être encore nous la faire à l'envers, dans le genre que on sait pas si elle est vraiment Komurasaki ou pas. On sait qu'elle est la sœur de Momo, elle l'a dit, mais est-ce que la sœur de Momo et Iori, mais est-ce que Iori est bien Komurasaki? Est-ce que Komurasaki est bien morte et Iori était seulement que une servante, entre guillemets, de qui? Bah de Komurasaki. Et là, manque de peau, non, parce que on a eu un plan qui a été traduit par Scantrad, encore une fois, gros coucou à Scantrad, et là on nous dit qu'il y a bien Komurasaki qui est présente. D'ailleurs, petite parenthèse au niveau du plan, on ne sait pas du tout où est King, et on ne sait pas du tout où est Jack. Donc voilà, ça c'est les petites infos. Est-ce qu'ils sont sur l'île ou est-ce que je ne sais pas du tout. Donc voilà, donc oui, c'était un truc qui était tellement gros. Tu vois, par exemple pour Pudding,
Il y a eu doute pour Pudding, tu sais, c'était bien construit Pudding. Est-ce que c'est une garce? Est-ce que c'est pas une garce? Oui, mais c'est quand même une garce. Oui, mais c'est pas ça. Et à la fin, on comprend qu'elle est gentille, mais il y a eu quand même le doute. Alors que Komurasaki, dès le départ, on n'a pas eu de doute. Donc au niveau de la construction, il y a eu un petit problème. Ou alors, c'est fait exprès pour nous la foutre à l'envers plus tard. Pourquoi pas? Bref, globalement, c'était ce qu'il y avait à dire au niveau de cette critique analyse. Zoro, quelque chose à rajouter? J'ai rien à rajouter. Donc comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller sur Tipeee et aussi sur Utip. Parlez-en autour de vous, laissez des commentaires. Et surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.